Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. En France, la prévalence tabagique moyenne s'élève à environ 28% de la population. Et si l'on prend en compte également les fumeurs occasionnels, on arrive à un chiffre de 34%. Pourtant, tous les ans, plus de la moitié des fumeurs se disent prêts à arrêter définitivement la cigarette. Plus facile à dire qu'à faire si l'on n'est pas entouré, soutenu et pris en charge correctement par son médecin ou par un tabacologue. Quelles sont les clés de la réussite du sevrage tabagique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Voici les objectifs pédagogiques que nous allons aborder dans cette émission. 1. Savoir évaluer la dépendance au tabac. 2. Connaître les différents modes de prise en charge. Et enfin 3. Identifier les fumeurs avec des difficultés à l'arrêt. Je vous présente tout de suite mon invité de ce soir, le docteur Anne-Laurence Lefaou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes MCUPH, responsable du centre d'addictologie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et présidente de la Société francophone de tabacologie. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à notre invité grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Et pour introduire le thème de ce soir, on commence tout de suite par la question du jour qui vous est posée dans la newsletter de Fréquence M. La voici. Pensez-vous que la volonté soit l'élément indispensable à la réussite de l'arrêt du tabac de vos patients? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Nous vous donnerons les résultats un peu plus tard dans l'émission, alors à vos claviers. Alors Anne-Laurence Lefaou, quelle est la situation qu'on pourrait dresser de l'évolution de la consommation du tabac en France, on va dire, depuis ces 20 dernières années ? Alors, la situation en France est assez catastrophique. Ah, carrément. Oui, par rapport aux pays qui nous entourent. Ouais. Et on est toujours assez surpris parce que, comme vous le disiez, cette prévalence est élevée, hein, donc un tiers de la population. Elle est à peu près de 18% au Royaume-Uni, de 20% en Belgique. Les pays du sud de l'Europe ont une prévalence bien plus faible. Et donc, dans les pays riches, nous sommes vraiment dans la situation... Le mauvais élève. Oui, le mauvais élève, tant pour les adultes que pour les adolescents. Ouais. Et donc, bon, bien sûr, il y a 20 ans, la prévalence était bien plus élevée. Il y a quand même une diminution. Oui, il y a quand même une diminution, mais entre 2010 et 2014, il y a eu donc une stabilisation entre 2005 et 2010, une augmentation de la prévalence, ce qui est extrêmement rare dans un pays riche. Et le profil de fumeur, alors est-ce que lui aussi il a évolué au fil du temps ? Alors les fumeurs, oui, parce que nous avons quand même 80% de fumeurs de cigarettes et beaucoup de fumeurs de tabac à rouler. Oui. Alors avec les mesures d'augmentation des prix fortes en 2002-2003, les vases communicants qui... Voilà, c'est automatique, c'est-à-dire que dès que vous augmentez le prix des cigarettes, eh bien le comportement tabagique est modifié et on se dirige automatiquement vers les produits moins chers. Et c'est seulement en 2017, là, que le prix du tabac à rouler a augmenté, mais sans atteindre néanmoins le prix du gramme de tabac correspondant pour donc les cigarettes. Donc, et ça touche du coup plus les jeunes ? Ça touche les jeunes que l'on voit donc rouler leurs cigarettes dans les transports en commun, dans la rue. Ça touche les personnes précaires qui sont, alors pour le coup, les plus touchées par le tabagisme, mais ceci dans tous les pays du monde. Et les jeunes également. Hein. Donc, même si la prévalence du tabagisme est plus faible dans les pays qui nous entourent, elle est toujours plus élevée tant chez les jeunes que chez les personnes en situation sociale difficile. Alors du coup, on va arriver au sevrage, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Est-ce que c'est le patient qui doit faire le premier pas vers son médecin ou est-ce que c'est le médecin qui doit aller proposer au patient d'arrêter? Qui est-ce qui formule la première demande? Alors, il est vraiment conseillé que le médecin soit proactif, puisque comme par exemple dans la tranche d'âge 25-34 ans, on a 41% de fumeurs, on est quand même assez démunis, c'est une prévalence extrêmement élevée et le médecin
il doit essayer de faire en sorte d'écourter le plus possible chez ces patients la durée d'exposition au tabac. Oui. Puisqu'en termes de risque épidémiologique, c'est la durée d'exposition qui va générer le risque plus important. Il vaut mieux fumer intensément 2 ans oui. Que fumer 10 cigarettes pendant voilà, des années, voire des dizaines d'années. Et donc, comme on sait, d'après la littérature, qu'il faut à peu près 3 tentatives pour finir par arrêter, il faut essayer de rapprocher ces tentatives au maximum. Et donc, d'être assez proactif et positif, c'est-à-dire d'expliquer les choses en disant, écoutez, la rechute est très fréquente, donc on va commencer et puis on va essayer ensemble de trouver l'option qui vous corresponde le mieux. Alors, quelles sont du coup les grandes stratégies à mettre en place dès le départ? On commence par quoi? Dans quel ordre? Voilà, c'est peut-être un petit peu flou pour les médecins généralistes qui voudraient être impliqués dans cette prise en charge. Oui, ils voudraient. En plus, si vous voulez, toutes les autorités de santé leur recommandent de le faire. Ils ont quelques points de rémunération sur objectifs de santé publique liés à la prise en charge des addictions. Mais un médecin n'a pas énormément de temps. Et voilà, la démographie médicale étant donc ce qu'elle est en France, pour la médecine libérale, moi, je conseillerais aux médecins d'utiliser des outils. Alors, nous avons un dossier donc, de tabacologie, qui est le dossier national, qui est en fait un questionnaire que l'on laisse dans sa salle d'attente. Nous aussi, on fait ça. Et on propose, dans différents services de notre hôpital, aux patients de compléter cet auto-questionnaire. Et grâce à cet auto-questionnaire, on va obliger, enfin on va gentiment, la personne à se poser des questions sur son comportement tabagique. Et on va recueillir un certain nombre d'informations. Et pour un médecin, assez rapidement, en lisant le dossier, il va pouvoir se dire... Voilà comment je peux prendre ce patient en charge ou débuter. Et je pense que là, c'est un outil assez intéressant en termes de vie quotidienne acceptable pour un médecin. Voilà. On pense toujours que donc, le premier élément qu'on va chercher, c'est la dépendance au tabac, évaluer cette dépendance. À quoi ça va servir? Quel est l'intérêt de l'évaluer? D'évaluer la dépendance, ça permet de trouver le traitement le plus approprié. C'est-à-dire que dans la dépendance, il y a l'aspect physique, donc, qui est lié aux substances du tabac, dont la nicotine notamment. Il y a des aspects psychologiques, gérer ses émotions avec des cigarettes, le stress, aller au travail, rentrer chez soi, s'accorder une pause. Et puis, il y a une dépendance comportementale qui est liée finalement à je sors de mon domicile, je fume, ou je sors d'un transport en commun, je fume. Donc ça, finalement, ces types de dépendances sont importantes à mesurer, mais c'est la dépendance physique qu'on mesure en premier, c'est assez simple. On fait comment, on pose 2 questions, voire une seule, le délai entre son réveil et la première cigarette, et le nombre de cigarettes par jour. Donc, plus quelqu'un a un délai court entre son réveil et sa première cigarette, plus la dépendance est élevée. Et toutes les personnes qui disent j'en fume 2-3 pour me sentir d'attaque pour ma journée, automatiquement, ce sont des personnes dont le taux de nicotine baisse pendant la nuit et qui vont avoir besoin de récupérer leur dose le matin pour être aptes à affronter leur vie quotidienne. Alors, un autre moyen qui est utile, c'est de mesurer aussi le monoxyde de carbone dans l'air expiré. Donc, alors, quand on fume... Ça consiste à quoi? En fait, ça va nous donner quoi? Alors, ça va nous donner la façon dont les personnes inhalent. Parce qu'on peut fumer peu, pour différentes raisons, parce qu'on s'est forcé, les gens sont toujours envie de réduire, mais on va inhaler beaucoup plus. Et donc, on va pouvoir, finalement, on va croire qu'on va se protéger des risques, alors que pas du tout.
Donc vous nous avez apporté oui, je vous ai apporté un petit appareil. Voilà. Alors j'ai un ancien modèle, hein, mais c'est finalement pour mesurer le monoxyde de carbone dans l'air expiré. Alors, ça n'est pas du tout pour mesurer le souffle. La fumée donc, contient du monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone va remplacer l'oxygène sur l'hémoglobine. Et donc, la personne sera moins oxygénée et aura des conséquences de sa moindre oxygénation qu'elle ne va pas forcément percevoir, sauf à des taux très élevés. Ce qu'on peut voir hein, avec les chichas notamment, on peut mettre les gens dans des caissons. Donc on va avoir un chiffre qui va être donné. On va avoir un chiffre et ce chiffre finalement, donc c'est très didactique, ça va du vert, orange, rouge. Et les personnes le comprennent bien de façon pédagogique en disant « je suis dans le rouge ». Donc je suis dans le rouge. C'est pour marquer les esprits. Pour marquer les esprits et le but c'est d'essayer de les faire redescendre vers une absence de monoxyde de carbone et donc un oxygène qui est à sa place sur l'hémoglobine. Ça coûte combien ce dispositif? À peu près 400 €. 400 €, c'est quand même assez cher. Ah, c'est un investissement avec des consommables et une recalibration régulière pour être fiable. Mais si vous voulez, ça a quand même des vertus pédagogiques et pour le médecin, ça permet vraiment de se dire « tiens, finalement, j'aurais jamais pensé qu'il y en allait autant ». Oui, c'est ça. Voilà. Alors, quels sont les déterminants qui vont, par exemple, préjuger de la réussite du sevrage? Parce qu'on se dit, voilà, chaque patient n'est pas égal. Est-ce que c'est le contact qu'on va avoir avec son patient? Est-ce que c'est la volonté ou la motivation qu'il va mettre dedans? On sait à peu près Alors, on sait dans les données que la motivation a un rôle, que finalement l'âge, ce n'est pas forcément un facteur de bon pronostic. Comme je vous le disais. Et puis, dans les études, les dépendances fortes ont de moins bons résultats. Mais dans les données françaises, en vie réelle, hein, sur des milliers de personnes, quel que soit le niveau de dépendance, dans les consultations de tabacologie, les taux de sevrage sont élevés et sont identiques, quel que soit le niveau de dépendance. Donc, en fait, il faut jamais sous-estimer la dépendance et il faut plutôt plus traiter qu'on ne le fait actuellement. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir, très souvent, ils vont me dire je viens vous voir parce que je ne sais pas que faire. Et je leur dis vous avez déjà essayé d'arrêter? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pris? J'ai pris un patch. Et il me dit qu'est-ce qu'on vous a donné exactement? Et la grande réponse, c'est le plus gros. Et le plus gros, donc je vois très bien ce que ça veut dire, c'est en fait, on a donné un patch pendant un petit moment, peut-être, on n'en sait pas trop plus, mais pour ces patients, c'était notoirement insuffisant. D'accord. Et donc, ce que je conseille aux médecins, c'est de prendre les données, et de faire revenir la personne avec aussi la description de sa journée de cigarette. Parce que ça fait avancer les choses. On voit à peu près quel est le type de dépendance. Et ensuite, de lui proposer l'arrêt selon ses souhaits. Voilà. C'est-à-dire... Alors, on va y revenir dans un instant, mais je vais juste, on va regarder la réponse à la question qu'on a posée à nos médecins, qui était la suivante. Pensez-vous que la volonté soit l'élément indispensable à la réussite de l'arrêt du tabac de vos patients? Ils nous ont répondu oui à 88%, non à 12%, donc ils sont quand même assez convaincus que c'est la motivation et la volonté. Alors, on a eu aussi ce débat, est-ce que volonté et motivation, c'est la même chose? Vous en pensez quoi de ce résultat et de cette question Alors, ça a été vraiment le dogme pendant des années, des dizaines d'années. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de pays qui sont en avance sur la recherche sur le tabagisme considèrent à l'heure actuelle que quelqu'un de non motivé, il faut à la fois essayer de le motiver et se lancer dans la prise en charge parce que plus on attend, plus on aura des conséquences. Et de ce fait, même quelqu'un de motivé va pouvoir se découvrir motivé en ayant des objectifs
que le médecin peut fixer avec lui, mais des objectifs raisonnables, en termes de peut-être réduction progressive avant un arrêt. Et c'est vraiment pour des patients non motivés ce qui me semble la meilleure option pour ce type de patient. Parce que sinon, on peut attendre très longtemps. Oui. Et surtout, il y a aussi l'abord du patient qui va être très important. Et je vois que vous savez vers quoi je veux aller. C'est l'entretien motivationnel. On a déjà fait une émission, un GDF là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est clé aussi, l'entretien motivationnel. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que c'est? Oui, alors c'est en fait une écoute bienveillante, sans jugement, du comportement tabagique et finalement des souhaits de la personne vis-à-vis de l'évolution de son comportement. Et le médecin va essayer avec lui de trouver à la fois les inconvénients de l'arrêt, les bénéfices de l'arrêt, et d'essayer de lui faire travailler la personne sur un objectif atteignable qu'ils définissent tous les deux ensemble. Alors ça peut être 2 cigarettes en moins à la prochaine consultation, ça peut être une réduction de moitié, ça peut être ne plus fumer chez soi. Le tout est de ne pas culpabiliser la personne, de l'écouter avec bienveillance et à chaque contact, si elle a réussi son objectif, de la féliciter et de proposer un objectif suivant pour avancer à son rythme. Et c'est vrai que ces techniques sont très utilisées dans les pays anglo-saxons et ont fait preuve de leur efficacité. Pour un médecin, c'est vraiment écoute bienveillante, félicitations et objectif atteignable. Et d'ailleurs, j'invite tous les médecins qui nous regardent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de visionner le JDF consacré à l'entretien motivationnel que l'on a réalisé avec le docteur Anne Dansou. Alors n'hésitez pas à voir cette émission. Tout à fait. Très complète. Ma collègue de Tours. Alors on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission, les modes de prise en charge. La question qui arrive souvent, c'est l'arrêt. Est-ce qu'il doit être brutal ou est-ce qu'il doit être progressif? C'est la question que tout le monde se pose. Il est comme le souhaite le patient. Oui. Parce qu'à force de dire il faut faire un arrêt brutal, les gens ne se lancent dans rien. Voilà. Donc, écoutez, moi, dans les données françaises, avec le nombre d'années qui passent, le pourcentage d'arrêt progressif augmente chez les patients parce qu'ils souhaitent arrêter progressivement. Et donc, bien sûr, il y a eu une revue Cochrane en disant que les taux étaient comparables. Ensuite, un essai randomisé qui a été commenté pas mal dans la presse française l'an dernier, qui indiquait qu'il était préférable de faire un arrêt brutal. Mais quand on lisait réellement l'article, on s'apercevait que les personnes, en les interrogeant, auraient préféré faire un arrêt progressif. Et justement, le but de l'entretien motivationnel, des techniques comportementales, c'est de faire avec la personne et non pas lui donner un ordre comme souvent on le fait en médecine en disant il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de boire, il faut faire du sport. Voilà. Bon, c'est au choix de la personne. Et le tout, c'est qu'elle soit accompagnée dans ses choix, à la fois par des techniques comportementales simples pour un médecin et très souvent par une prescription d'un traitement. Des substituts nicotiniques? Alors, en France, pour la médecine de ville, c'est le premier traitement qui est conseillé par la HAS, oui. Donc on choisit comment d'ailleurs la galénique finalement, la forme sous laquelle on va la proposer? Alors moi, ce qu'on observe dans nos données, c'est qu'il faut un patch plus une forme orale. Alors le patch, il va donner finalement un taux de nicotine constant pendant 24 ou 16 heures. Et ensuite, les pulsions à fumer, c'est-à-dire tout ce qui correspond à des émotions ou des comportements, très régulés de la vie quotidienne, on
peut finalement avoir des pulsions qui surviennent à ces moments-là et on prend des formes orales. On pense par en boulotant oui, des pas en chewing-gums. boulotant trop, parce que les chewing-gums... D'ailleurs, il y a une manière de les oui. prendre. Ah, J'ai oui. lu ça, il y a des techniques pour oui, bien oui. mâcher. Alors justement, ça s'appelle un chewing-gum, mais on ne doit pas l'utiliser comme un chewing-gum. Expliquez-nous rapidement comment il faut. On doit le mâcher et la nicotine est absorbée par la muqueuse buccale. D'accord. Et donc, il faut justement ne pas mâcher frénétiquement comme un chewing-gum. Donc, c'est vraiment à éviter chez les anxieux, le chewing-gum, parce qu'ils vont mâcher frénétiquement. Tout le produit actif va passer donc dans les voies digestives. Ouais. Ils vont avoir des hoquets, des éructations, des douleurs épigastriques. Et ils vont laisser tomber. Et ils vont laisser tomber. Et en plus, oui, ce sera totalement inefficace. Donc, on mâche une fois, on laisse entre la joue et la gencive. 10 minutes plus tard, on remâche, puis on fait passer de l'autre côté. Alors, il y a d'autres produits. Il y a les comprimés à sucer. Oui. Les comprimés à sucer, donc à différents dosages, à différents parfums. Et donc, là aussi, il faut éviter de les croquer. Parce que si vous avez un peu le syndrome du bonbon, c'est-à-dire les gens qui croquent le bonbon, c'est pas très bon, parce que là aussi, le produit actif sera absorbé. Donc, c'est vraiment adapté en fonction du type de patient qu'on a devant soi. Si vous avez des personnes qui ont un état dentaire catastrophique ou gingival, il faut absolument éviter les chewing-gums. Et donc, il y a quoi, les inhalateurs qu'on peut proposer? Les inhalateurs, c'est adapté. Alors, les inhalateurs, c'est aussi une absorption buccale. Et donc, c'est un petit goût poivré. Donc, les artéritiques, par exemple, aiment beaucoup les inhalateurs, de mon expérience. Et du coup, parce qu'ils ont tout le temps, des années la cigarette dans la bouche, et donc ils reproduisent le geste. C'est ça. Alors, on va me dire que ce n'est pas idéal, il faut quitter le geste absolument, mais les gens ne sont pas parfaits. Et donc, il faut les laisser faire ce qu'ils souhaitent et ce qui va les aider réellement à arrêter, parce que c'est l'objectif principal. Et comment on fait pour adapter les doses finalement? C'est-à-dire qu'on va revoir le patient après et puis il va nous dire à combien de temps on revoit le patient finalement. Il faut essayer de le voir rapidement pour adapter les doses. Donc, c'est une fois que vous avez complété les données, que vous leur avez fait faire un petit peu leur consommation de cigarettes journalière, vous pouvez leur proposer soit de réduire progressivement, alors avec les substituts, avec le Ziban, ou avec le Champix. C'est-à-dire qu'il faut essayer tous les traitements validés scientifiquement et efficaces jusqu'à ce qu'on obtienne un arrêt. D'accord. Et on peut mettre tout ensemble? Ah non, surtout pas, non. Vous commencez pas. Non, parce que les mécanismes pharmacologiques sont différents. On peut, on commence par les substituts en ville. Mais sinon, quelqu'un qui a déjà essayé les substituts, on va lui proposer la varénicline ou le bupropion pour essayer de lui proposer autre chose. Parce que très souvent, ils vont dire « les patchs, ça ne marche pas ». Une grande phrase où, voilà, je voudrais réduire, mais si je mets un patch, je vais mourir. Non, 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 ça c'est dans le pari. Mais ça n'est pas dans la vraie vie. Dans le film, effectivement, les gens sont très marqués par ce film. Et si vous le pari, pour ne pas le citer. Oui, oui. Si vous enlevez le patch pour fumer, c'est totalement aussi... Ça ne sert strictement à rien, puisque la nicotine est passée par voie transdermique. Donc, bon, ça n'est pas grave. Il ne va rien se passer. C'est le tabac qui a des conséquences cardiovasculaires, pas les traitements d'arrêt du tabac. Donc ça, c'est quelque chose qui est une idée reçue et qu'il faut expliquer assez tranquillement aux personnes qui fument et qui ont souvent très peur de leur arrêt. Et quelle est la place des médecines douces, des médecines traditionnelles Alors des médecines douces. Acupuncture, voilà, toujours. Alors pour tout d'ailleurs à l'heure actuelle, une vogue extrêmement importante. Ah non, c'est pas validé. C'est pas validé. Non, mais si vous voulez, si les personnes
anxieuses disent oui, je pense qu'il faudrait que je voie un acupuncteur. Bon, la HS, il ne faut pas les décourager. Bon. L'hypnose, souvent, ce sont des séances qui sont de type de relaxation. Ouais. Et c'est vrai que les fumeurs ont souvent besoin de techniques simples qui ne durent même pas 3 minutes pour soulager leur stress et remplacer la cigarette par des outils simples de gestion du stress qu'on trouve sur Internet et que le médecin peut finalement conseiller dans sa pratique quotidienne sans être obligé de le faire lui-même. Ouais. C'est possible, hein, mais bon, vaut mieux avoir voilà, quelque chose, un petit kit d'exercices de relaxation sur Internet que les personnes vont trouver facilement. Et tout ce qui est prise en charge psychologique, les thérapies cognitivo-comportementales, elles ont aussi un rôle à jouer. Ah oui, oui, oui. Là, pour le coup, c'est validé? Ah oui, là, c'est validé. C'est donc une formation longue en France, mais ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des techniques simples en médecine de ville, comme je vous l'ai dit, hein, objectifs définis avec les patients, écoute bienveillante, pas de jugement, vérification des objectifs, éventuellement mesure du monoxyde, explication des traitements. Ça fait partie des techniques comportementales opérationnelles et qui ont fait preuve d'efficacité. Très bien. Alors avant de passer à la troisième partie de l'émission, je vous rappelle que l'on attend vos questions et on y répond dans moins de 10 minutes. Alors la dernière partie, c'est identifier les situations qui vont être plutôt en quelque sorte difficiles à l'arrêt. Un chiffre hallucinant montre que la moitié des nouveaux consultants ne reviennent pas pour leur deuxième consultation. Pourquoi ce cap est si difficile à franchir, j'ai envie de dire? Alors, c'est le cas, en fait, dans toutes les données internationales. En addictologie. Ouais, et on n'a jamais trouvé pourquoi? Écoutez, on peut émettre plusieurs hypothèses, mais comment dire, dans le domaine des addictions et dans le domaine du tabac, vous parliez des médecines douces, les personnes attendent toujours le miracle. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose d'assez rare, parce que finalement, les arrêts du jour au lendemain réussis, c'est 3%. Donc c'est faible. C'est faible, oui. Et vraiment, l'objectif d'une prise en charge, c'est d'augmenter ce pourcentage et d'essayer donc de pousser les personnes à s'engager. Hein. Vous voyez par exemple maintenant avec l'opération Moi sans tabac, oui, c'est une récente. Dernière, oui. À la fin de l'année, c'était pour essayer de présenter les choses positivement en disant voilà, essayez de vous lancer dans une tentative, plus elle durera, plus c'est une valeur pronostique positive pour un arrêt à long terme. Est-ce qu'il y a, vous allez me dire oui, la réponse est oui forcément, des profils qui sont plus, on va dire, difficiles à arrêter, notamment par exemple toutes les personnes qui sont sujettes à des coaddictions, alcool, cannabis aussi? Beaucoup. Cannabis, hein, parce que, enfin beaucoup. Les personnes qui fument quotidiennement du cannabis dans nos données ont des résultats de sevrage moins bons. Parce que très souvent, elles veulent continuer à prendre du cannabis le soir, comme à visée hypnotique ou à visée anxiolytique. Et donc, comme elles le font avec du tabac, la rechute va être rapide. Donc, il faudrait tout arrêter en même temps, finalement. Oui, c'est plus souhaitable. Pour les personnes qui ont une coaddiction à l'alcool, auparavant, on considérait que le tabac était mineur. Bien sûr, ses conséquences sociales sont moins marquées. Mais le tabac tuera les personnes donc, qui sont alcoolodépendantes ou les personnes qu'on a réussi à mettre sous méthadone et qui ont une vie tout à fait normale. Donc c'est vrai que ces personnes-là, peut-être que l'arrêt va prendre plus de temps, qu'ils vont avoir des mois, 6 mois, 1 an pour se mettre à arrêter et lâcher leur dernière cigarette.
Mais c'est extrêmement important pour eux puisque c'est vraiment leur facteur de morbidité et de mortalité important s'ils ont arrêté l'alcool. Maintenant, même dans les services d'addictologie, on prend en charge en même temps l'arrêt des différentes addictions. Et justement, c'est une question que je ne vous ai pas posée, mais je rebondis là-dessus. À quel moment le médecin généraliste il doit passer la main à un tabacologue? Est-ce qu'il peut faire tout le suivi ou est-ce que c'est nécessaire de passer par un tabacologue? Le médecin généraliste peut le faire. C'est-à-dire qu'avec les outils, il propose des traitements pharmacologiques avec un soutien, je dirais plus psychosocial, pas forcément psychologique. Le médecin n'est pas un psychologue, mais avec des encouragements, un bilan à chaque fois, des consultations dédiées. Et comme ça, finalement, il peut faire avancer son patient. Les profils récalcitrants, c'est-à-dire les dépendances extrêmement importantes, 2 paquets par jour, les comorbidités somatiques, beaucoup les BPCO sont des personnes résistantes au sevrage, les maladies cardiovasculaires, les artéritiques et les personnes aussi qui ont des maladies coronariennes et les patients qui ont des maladies psychiatriques aussi. C'est plus l'observance qui va être difficile chez elles? Pour les patients psychiatriques, c'est aussi le fait que pendant des années, on a considéré que l'arrêt du tabac pouvait être une source de décompensation de leur pathologie, alors que maintenant, les données montrent que ça aurait plutôt un effet bénéfique chez ces patients qui ont vraiment une mortalité prématurée. C'est vraiment leur première cause de mortalité et de morbidité après le suicide, donc pour les patients schizophrènes. De mon expérience, ce sont des patients qui justement vont essayer d'adhérer à la prise en charge et qui ont parfois besoin de structures comme les nôtres parce qu'on essaie de leur donner les traitements gratuitement initialement pour leur mettre le pied à l'étrier. Donc quand même, ce sont des patients tellement dépendants que malgré un forfait pour les substituer à 150 €, ils vont très vite dépasser cette somme, ils ont des revenus faibles. Cas particulier également, et c'est le dernier qu'on va aborder dans cette partie, les femmes enceintes. C'est un problème parce que parfois elles ne s'attendent pas à être enceintes et elles fument quand même. On sait, il y a différentes études qui ont montré que même une seule cigarette pouvait diminuer le poids de naissance. Comment on aborde ce type de patientes finalement? Ce sont des patientes pour lesquelles justement il est souhaitable de venir dans un centre de tabacologie parce que la prise en charge va être, consommatrice de temps, mais dans le bon sens du terme, parce qu'elles vont énormément culpabiliser, elles vont être culpabilisées, tout le monde va les regarder dans la rue, il va y avoir un regard social négatif, et pour elles, très souvent, il y a une gestion du stress qui est à apprendre. Et puis c'est pas facile non plus de leur dire il faut arrêter tout de suite finalement. C'est aussi ça, ce cas qui est extrêmement difficile, c'est qu'on va leur dire il faut arrêter du jour au lendemain la cigarette. Et elles vont avoir beaucoup de mal à le faire. Elles sont 20% à fumer dans les études françaises. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'elles réduisent et souvent, elles ont très peur de prendre un traitement par des substituts oraux, voire des patchs. Les substituts oraux, c'est une première indication, mais beaucoup les techniques comportementales et de soutien psychosocial intensif. Très bien. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment toutes les semaines parce que ce sont des femmes qui ont souvent un conjoint fumeur et différentes problématiques qui font que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Très bien. Voilà. On va passer tout de suite à vos questions. Alors, l'augmentation significative du prix du paquet est-elle la seule solution pour faire arrêter les jeunes de fumer? Alors, c'est une grande question, cette augmentation du paquet qui revient tous les ans.
Alors l'augmentation du tabac, bon, il y a eu vraiment des fortes augmentations en 2002 et on avait vu une baisse de la consommation de tabac. Puis après, plus du tout d'augmentation ou à de très faible amplitude. C'est une des méthodes qui est recommandée dans la Convention de lutte contre le tabagisme. Il y a le paquet neutre et surtout, il y a toutes les techniques d'affirmation de soi, d'estime de soi, qui sont encore peu développées en France et qui ont pour but d'aider les adolescents à résister à la pression d'un groupe. Oui. Et ça, ces techniques-là, elles ont été mises en place dans beaucoup de pays anglo-saxons. Et ça marche. Mais faut-il encore que le prix soit augmenté de façon importante? De façon très importante. Au Royaume-Uni, c'est très élevé le prix des cigarettes. Et le paquet neutre, on verra ses effets dans 10 ans? Un peu moins? Pas, non. Non, normalement, on le voit assez rapidement. Mais il faut toujours imaginer une continuité dans les mesures collectives. Et la réalité de leur application, qui est toujours en France, la lutte contre l'interdit est un des grands principes de fonctionnement. Et donc, les images chocs, il y a des petits appareils chez les buralistes pour les cacher, enfin, il y a toute une série de stratégies pour contourner la réglementation. Alors, la cigarette électronique pourrait-elle un jour être considérée comme un outil de sevrage tabagique? On ouvre un grand chapitre. Ah oui, là, on ouvre un grand chapitre. Une émission entière. Oui, je pense que c'est utile parce qu'un médecin, voyant les effets du tabac chez ses patients, il va leur dire, écoutez, vous n'avez qu'à essayer, ce sera toujours moins dangereux que la cigarette. Et c'est vrai que, en termes de bénéfice-risque, on est tenté de se dire, à l'évidence, le pourcentage, la quantité de produits toxiques, que s'agisse des irritants, des produits cancérigènes, du monoxyde de carbone qui n'existe pas dans la cigarette électronique, dans la fumée, l'aérosol. Toutefois, les Anglais font pas mal d'études dans la vie réelle et ils ont montré que l'utilisation de la cigarette électronique, donc spontanée, ça donnait un petit plus en population générale. Mais eux, ils ont déjà mis en place vraiment énormément de mesures collectives et individuelles. Tous les traitements sont remboursés. Et notamment, la cigarette électronique, il y a un dispositif qui est remboursé également. C'est considéré comme un dispositif médical qui aide au sevrage. Mais qui est fourni par l'industrie du tabac. Enfin, la cigarette électronique choisie par les Britanniques. Qui est remboursée et... Oui. Alors là, c'est toujours les débats des pays anglo-saxons sur le profit, le commerce. D'ailleurs, on a une question. Le lobby du tabac est une réalité mondiale. Il faudrait plutôt s'attaquer à l'origine du problème. Oui. C'est ça aussi. Oui, c'est très difficile. Dans des pays comme l'Allemagne, la France, alors là, oui, c'est extrêmement compliqué. Mais déjà, si on peut expliquer aux patients que la dépendance, c'est vraiment quelque chose qui ne dépend pas de la volonté et qu'on peut les aider à prendre en charge leur dépendance physique ou psychologique ou comportementale de façon progressive, à leur rythme, c'est déjà beaucoup. A-t-on assez de recul maintenant pour évaluer l'impact de l'interdiction de fumer dans les lieux publics? Oui. On en a eu en 2007, c'est-à-dire qu'on a observé, nous, dans les consultations, une augmentation des recours aux consultations de tabacologie dès octobre 2006. Donc les personnes se préparaient à arrêter de fumer. Et donc, on a comparé les gens actifs à tous les autres. Et donc, il y a eu les deux couples qui se sont séparés. Tous les actifs arrêtaient et les inactifs restaient comme d'habitude. Mais malheureusement, au bout d'un an, les deux couples se sont rejointes.
Donc il faut sans arrêt réinsister, puisque les amendes de 60 €, je ne sais plus 58 €, c'est une menace qui est non crédible en France, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été appliquées. Et donc, il y a eu les terrasses fumeurs, puis maintenant les terrasses non-fumeurs qui vont peut-être voir le jour. Donc, c'est un combat perpétuel, à vrai dire. Alors, je suis médecin généraliste et j'ai l'impression d'être totalement inefficace face au tabac. Quels conseils pourriez-vous me donner pour être plus actif, réseau spécialisé ou formation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réservées aux médecins? Oui, donc il y a des formations qui peuvent être faites par les tabacologues dans la région du médecin. Donc nous allons mettre une formation en ligne là pour 2018. Mais il y a des diplômes interuniversitaires aussi dans chaque région française. Et de ce fait, on peut se former. Mais quoi qu'il en soit, déjà avec un dossier, 2 questions, une bienveillance et un arrêt au choix du patient, les traitements pharmacologiques, des consultations régulières, on peut déjà pas mal avancer. On arrive à la fin de cette émission. On va maintenant, je vais vous laisser le soin de conclure. Le message important que vous vouliez passer ce soir en venant parler à nos confrères, finalement, c'est quoi? C'est que tout médecin peut déjà faire pas mal de choses dans un temps réduit et qu'il faut être vraiment très proactif pour réduire la durée d'exposition de nos patients et donc les conséquences en termes de morbidité. Ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup Anne-Laurence Lefaou d'avoir été avec nous ce soir et merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour poursuivre la discussion, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir toutes nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com mais également sur notre chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine, retour de Jean-François Lemoine aux commandes des JDF pour une émission consacrée aux hépatites virales. Quant à moi, je vous dis à bientôt, excellente soirée à tous, ciao.